Comment interprétez-vous la diplomatie? Parce qu'elle semble se dérouler dans des conditions très étranges. C'est ce dont se plaignent les Iraniens. Ils n'aiment pas négocier quand on leur pointe une arme sur la tempe. Mais étant donné que les États-Unis et l'Iran ont 47 ans de conflit derrière eux depuis la révolution islamique de 1979, il semble y avoir beaucoup à résoudre. Et, vous savez, si l'on met de côté tout ce discours sur la justice pour les manifestants et ce genre de choses, quels sont les principaux problèmes ici? Parce que lorsque vous négociez avec la marine américaine et son armée de l'air stationnée au large des côtes iraniennes, j'imagine que c'est efficace pour faire pression. Mais sur quoi peut-on réellement faire céder l'Iran? Et combien de temps les États-Unis peuvent-ils se permettre de mener une diplomatie avec une force aussi massive déployée? Cela semble être une entreprise coûteuse. Eh bien, oui. Et vous savez, il faut d'abord se demander ce que nous essayons réellement d'accomplir ici. Que cherchons-nous à faire? Il est tout à fait logique que la partie iranienne soit très frustrée. Car comme vous venez de le mentionner, rien que le mois dernier, ces dernières semaines, c'était soit ces pauvres manifestants en Iran, nous devons les défendre. Soit, eh bien, c'est encore le programme nucléaire. Soit, ce sont leurs missiles à longue portée. Soit, ce sont leurs forces par procuration, soit simplement le fait qu'ils existent. Cela va et vient sans cesse. Alors, sur quoi négocions-nous exactement? Quand nous disons que nous cherchons la voie diplomatique, de quel type de résultat diplomatique parlons-nous? Dans quel but? À quoi ressemblerait la situation finale? À quoi ressemblerait-il pour les États-Unis de dire « D'accord, si la diplomatie fonctionne, voici à quoi ressemblera le résultat final ». Et nous aurons ceci, cela et encore cela. Et eux n'auront pas l'autre chose. Puis ils auront X et Z. Et ensuite, nous vivrons tous ensemble en paix. Cela n'existe pas. Et je pense que la raison pour laquelle cela n'existe pas, c'est que tout cela est motivé, et je pense qu'il faut être honnête à ce sujet, par Israël. C'est ce que Benjamin Netanyahou veut depuis très longtemps, et beaucoup d'autres aussi. Ce n'est pas seulement lui, mais il est le Premier ministre en ce moment, et il est clairement la force motrice derrière tout cela. Ils ne veulent pas que la République islamique existe. Ils ne cherchent pas à restreindre le programme nucléaire. Ils ne cherchent pas réellement à limiter les missiles défensifs pour leurs propres objectifs. Et ils aimeraient certainement que les groupes armés soient neutralisés. Qui ne le voudrait pas? Mais ce ne sont pas vraiment les questions fondamentales pour eux. Le problème fondamental, c'est l'existence même du régime iranien. Ils ne veulent tout simplement pas qu'il existe. Alors ils utilisent tout ce qui semble le plus convaincant pour le public américain, et c'est leur objectif principal. Le public israélien, lui, est déjà acquis à la cause. Il n'a plus besoin d'être convaincu. Il est prêt à agir et soutient totalement cette position. Mais le public américain n'est pas aussi favorable, donc il faut essayer de construire un argumentaire. Ils se disent, bon, parfois, c'est les négociations sur le programme nucléaire. Nous ne voulons pas de bombes nucléaires. Et cela suscite un certain intérêt. Puis il y en a d'autres, parce que nous avons le cœur si tendre, qui diront « Oh, ces pauvres manifestants ». Et ils exploitent cela. Démocratie, liberté, liberté d'expression. Bref, tout ce qui fonctionne aujourd'hui, on le réessayera demain. C'est pourquoi cela montre qu'il n'y a pas de véritable objectif pour les États-Unis. Le président Trump subit beaucoup de pression, soit de la part de Benjamin Netanyahou, personnellement, soit de la part de nombreux sponsors et partisans de l'AIPAC aux États-Unis, et ils sont nombreux, ainsi que de la part de ses propres alliés censés faire partie de son premier cercle. Ils sont censés être de son côté, mais ils se rangent clairement du côté des Israéliens contre lui. Ils le poussent à faire quelque chose qui n'a pas de sens sur le plan militaire, qui n'est pas nécessaire pour notre sécurité nationale.
et il n'existe aucun chemin de négociation qui puisse satisfaire toutes les parties. Cela n'existe tout simplement pas, parce qu'Israël ne veut pas que cela existe. C'est pour cela que les Iraniens sont si frustrés, parce qu'ils se disent « D'accord, regardez, ce n'est rien de nouveau pour nous. » Ils ont travaillé pendant 2 ans avec l'administration Obama pour obtenir le JCPOA, qui, selon tous les avis, présentait des défauts, car rien n'est parfait dans les affaires humaines. Mais il remplissait très bien son objectif principal, qui était d'empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire et de nous donner la certitude qu'il ne suivait pas cette voie. Tout cela était en place. Les inspections intrusives, les limites sur les capacités de retraitement, les limites sur la quantité de matière qu'il pouvait posséder, etc. Tout cela était vraiment positif si votre objectif était réellement d'empêcher la fabrication d'une arme nucléaire, ce que les Iraniens affirmaient ne pas vouloir de toute façon. Donc ils pouvaient s'en accommoder. Et bien sûr, nous avons déchiré cet accord en 2018. Nous avons dit que nous voulions un meilleur accord, ce qui signifiait essentiellement qu'ils devaient donner plus et ne rien recevoir en retour. Étonnamment, cela ne les a pas intéressés. Ensuite, leur ambassade a été bombardée en 2024, je crois. Puis quelqu'un a été assassiné dans leur capitale. Plus tard, en 2024, ils ont été attaqués par Israël en 2025. Nous avons affirmé avoir un accord à ce moment-là et vouloir entamer des négociations nucléaires. Nous étions déjà au milieu de 5 cycles de discussions quand les bombes ont commencé à tomber. Alors l'Iran dit, eh bien, où est la diplomatie là-dedans? Vous ne faisiez que vous en servir comme couverture. Et maintenant, nous y revoilà. La même chose. Vous savez, le président Trump a dit, il y a plusieurs jours, que nous avions 10 à 15 jours pour parvenir à un règlement négocié. Mais l'Iran dit en gros, quelle négociation? Nous sommes prêts à négocier sur le programme nucléaire, si c'est bien votre objectif déclaré, mais pas sur ces autres sujets. Et il n'y a aucune raison rationnelle pour que nous disions « Abandonnez votre seule capacité défensive, les missiles longue portée, ou vos efforts pour vous protéger en amont avec certaines de ces forces par procuration, que vous appelez alliés. » Il n'y a aucune raison rationnelle d'exiger qu'ils renoncent à ces éléments. Il n'y a aucune justification à cela. C'est simplement ce que nous voulons. Nous demandons donc à l'Iran de faire quelque chose qui va à l'encontre de son intérêt national, qui est contre-productif pour sa propre sécurité nationale et qui est irrationnel, quelque chose que nous ne ferions jamais nous-mêmes. Et cela signifie que la seule option restante, c'est le recours à la force. Et je pense que c'est voulu. Et je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc j'espère que le président Trump écoutera, d'après ce qui est rapporté, le chef d'état-major interarmé, le vice-président J.D. Vance et Tulsi Gabbard, qui semble-t-il lui disent tous que ce serait une catastrophe, qu'il ne faut pas le faire. Mais il y a tellement d'autres personnes comme Lindsey Graham, Jack Keane, Mike Pompeo et tout un tas d'autres. Ted Cruz s'est joint à eux récemment. Tous ces gens réclament des opérations de combat et la destruction de l'Iran. Et tout va se jouer sur la question de savoir qui gagnera cette bataille de pression sur la seule personne qui compte, Donald Trump. Et je pense qu'il va probablement perdre cette bataille de pression. C'est essentiellement un problème qui revient à dire à l'Iran. La seule raison pour laquelle nous ne vous avons pas encore bombardé, c'est parce que vous disposez d'une dissuasion conventionnelle puissante. Et nous vous bombarderons à moins que vous n'abandonniez cette dissuasion, en espérant simplement que nous ne vous bombarderons pas. Eh bien, cela rend la situation encore plus problématique, je suppose, comme vous l'avez suggéré, car il y a tous ces objectifs différents. Je pense que présenter la question uniquement comme un problème nucléaire est stratégiquement efficace sur le plan de la communication.
C'est une bonne manière de rallier le monde entier à sa cause, car personne ne veut voir l'Iran doté de l'arme nucléaire. Mais au moment de conclure un accord, comme vous le dites, cela devient problématique. Car si l'Iran respecte un accord nucléaire prouvant qu'il ne cherche pas à obtenir l'arme atomique, cela signifie que notre camp doit normaliser ses relations avec l'Iran, ce qui lui permettrait de se renforcer économiquement. Or, si l'objectif ultime est la destruction de l'Iran, on comprend pourquoi nous nous retrouvons pris dans cet enchevêtrement. D'ailleurs, il est vraiment important de souligner qu'il existe il y en a beaucoup, mais deux voies principales aux États-Unis. L'ancien secrétaire d'État, Mike Pompeo et Jack Keane affirment avec force « Aucun accord négocié n'est bon, car tout ce qu'il ferait, c'est prolonger la vie du régime. Nous ne pouvons pas faire cela. » Donc, selon eux, il ne faut même pas essayer d'obtenir un règlement négocié. C'est ce qu'ils disent ouvertement, publiquement. Il ne veut pas s'obtenir. Ils enlèvent simplement Foger Revelny qui laissait croire qu'il y avait de véritables négociations. Ils ne veulent pas qu'il y en ait un, car ils disent qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ils ne tiennent jamais parole et ils vont obtenir une bombe nucléaire et s'en servir. C'est ce qu'ils disent. C'est leur affirmation. Donc, selon eux, il n'y a pas d'autre option que la force militaire. Si le président Trump écoute des conseils militaires avisés et n'attaque pas, mais cherche plutôt à négocier avec l'Iran, apparemment, l'Iran est tout à fait disposé à conclure un accord. Alors il subira une pression constante de l'intérieur. Israël, je vous le promets, n'abandonnera jamais cette soif de guerre avec l'Iran. Ils continueront à exercer des pressions et on ne peut pas exclure la possibilité qu'un jour ils provoquent une sorte d'attaque qui obligerait alors les États-Unis à intervenir malgré tout. Il m'est donc difficile d'imaginer comment tout cela pourrait ne pas finir par une guerre. Cela me rappelle un peu ces objectifs contradictoires dans les négociations avec la Russie également. Je me souviens qu'en juin 2021, l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, Kurt Volker, qui était aussi, je crois, envoyé spécial pour le Donbass, avait écrit un article alors que Biden et Poutine se préparaient à se rencontrer pour tenter de désamorcer les tensions. Dans cet article, il soutenait, c'est presque une citation directe, que le succès, c'est la confrontation. Il avertissait que nous ne devrions pas conclure un accord visant à désamorcer la situation avec les Russes, car cela leur donnerait de la légitimité et un répit, renforcerait Poutine, et que notre objectif devrait être l'inverse. C'était donc sa conclusion. Le succès, c'est la confrontation. Et c'est bien là le problème. Quand on a tous ces objectifs différents pour affaiblir ses rivaux, la paix devient son ennemi. C'est une position vraiment stupide. Alors, vous pensez que cette guerre arrive maintenant, à moins que Trump ne fasse un revirement spectaculaire. Mais avez-vous remarqué récemment, par exemple lors de son discours sur l'état de l'Union, qu'il semblait revenir sur certaines de ses anciennes déclarations radicales et que soudain, tout tournait à nouveau autour des armes nucléaires. Je ne sais pas si c'est sincère, ou s'il cherche simplement à vendre la guerre, ou peut-être à reculer pour l'éviter. C'est très difficile de le cerner, je trouve. Oui, non, je ne l'ai pas vu de manière optimiste comme ça, parce qu'il a simplement dit, tu sais qu'il ne pouvait pas avoir la bombe, il ne pouvait pas l'avoir. Et tu sais, il a aussi parlé de toutes ces mauvaises choses qu'ils avaient faites. Donc, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il disait en gros, je ne vais dire à personne ce que je vais faire ce soir. Mais il n'a offert aucun mot d'apaisement, aucune nouvelle possibilité diplomatique. Il n'a rien dit du genre. Eh bien, tu sais, nous discutons. Il y a quelques signes positifs venant de Téhéran. Rien de tout cela. Il s'est juste contenté d'énumérer une série d'accusations sur la méchanceté des Iraniens, le nombre de personnes qu'ils avaient tuées et tout ça.
les présentant comme, tu sais, un régime infâme qu'on ne peut pas laisser exister. Et juste, vous savez, nous n'allons pas les laisser obtenir une bombe. Cela laisse donc ouverte la possibilité que tout ce que nous ayons à faire soit d'affirmer qu'ils cherchent à en avoir une, bien sûr, sans qu'il y ait la moindre preuve de cela. Et même quand on interroge sur l'absurdité évidente de la chose, ils répondent « Eh bien, vous nous aviez dit que cela avait été anéanti. » Ils ont répété cela encore ces derniers jours. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a récemment déclaré « Oui, cela avait été complètement anéanti à l'époque, mais maintenant, peut-être qu'ils vont essayer d'en construire une nouvelle. » Où ça? Ils ne le disent jamais. Et comment saurions-nous même cela? Ils n'ont jamais affirmé cela, même si toutes les installations étaient censées avoir été anéanties. Et maintenant, tout à coup, c'est reparti. Et puis, il y a eu cette déclaration ridicule de Steve Witkoff il y a quelques jours, disant qu'en plus d'avoir été anéanti il y a 7 ou 8 mois, il serait maintenant à une semaine, d'obtenir du matériel de fabrication de bombes à qualité militaire, c'est-à-dire à 90%. Qui sait où cela est censé se trouver, puisque vous avez détruit toutes leurs installations. Et apparemment, il n'y en a pas de nouvelles en fonctionnement dans l'installation de retraitement à 60%. Mais cela est simplement accepté tel quel. C'est absurde. Et encore une fois, c'est le principal homme du président Trump. C'était la déclaration de la Maison-Blanche en juin, que quiconque affirme que le programme nucléaire iranien n'a pas été anéanti diffuse de fausses informations. Et maintenant, bien sûr, ils doivent défendre l'idée que l'Iran pourrait être à quelques jours de posséder des armes nucléaires. Mais dans l'interview à laquelle vous faites référence, Witkoff a également souligné que Trump avait été un peu surpris que les Iraniens ne se soient pas encore capitulés. Que signifierait réellement cette capitulation dont parlait Witkoff? Parce que si cela concerne les armes nucléaires, alors d'accord, nous capitulons. Nous n'allons pas développer d'armes nucléaires. Mais comment peut-on même rendre cette capitulation opérationnelle, compte tenu des exigences plus larges venant des États-Unis? Oui, la façon dont je l'interprète, c'est que Witkoff et Trump pensent tous deux comme des Américains, comme ils le feraient s'ils étaient dans cette situation. Si quelqu'un avait l'avantage sur nous et venait nous dire « D'accord, abandonnez vos armes nucléaires, renoncez à vos missiles longue portée, cessez de soutenir vos alliés régionaux, que nous appelons des proxys, et alors nous ne vous bombarderons pas, tout ira bien. » Nous dirions probablement « D'accord, c'est ce que nous ferions alors. » Cela a du sens dans leur esprit de raisonner ainsi. Eh bien, je ne veux pas être bombardé. Je vois cette immense armada de puissance que vous avez dans les airs, en mer, et toutes ces bases à travers la région. Bien sûr. Pourquoi ne le ferais-je pas? Donc je pense qu'il disait la vérité à ce moment-là, qu'il était vraiment perplexe qu'il ne l'ait pas accepté. Parce que la seule façon dont une capitulation aurait du sens ici ne concernerait pas seulement un accord nucléaire. Il faudrait aussi qu'elle inclue les missiles et les forces par procuration. Voilà à quoi ressemblerait une capitulation. Et pour eux, il leur est impossible d'imaginer quelqu'un dire « Non, je vais m'opposer à ce qui se décrit lui-même comme l'armée la plus puissante de la planète, avec toute cette puissance de feu incroyable en démonstration. » Et c'est légitime, je ne cherche pas à le minimiser. C'est une énorme puissance de feu, capable de détruire d'immenses quantités de choses à la surface du sol. Ce qui est une mise en garde importante. Cela peut tuer beaucoup de gens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne comprend pas comment quelqu'un pourrait dire « Je préfère ne pas capituler et subir cet assaut plutôt que de te donner tout ce que tu demandes. » Mais cela signifie qu'ils ne comprennent absolument rien à la République islamique d'Iran,
à sa composante religieuse, à sa culture en tant que persan. Ils ne comprennent tout simplement pas l'histoire de ce qu'ils ont fait, ni la manière dont leur mentalité fonctionne. Et si cela te surprend, c'est que tu ne comprends rien. Je veux dire, tu ne peux pas être surpris par ça. Et pourtant, le voilà qui le dit. Et je pense qu'il le pensait vraiment.